Bonjour, bonsoir, ça dépendra dans laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un mood vraiment plus que détendu. Comme vous l'avez remarqué, petit fond, feu de cheminée, mais automnal par rapport à la dernière fois. Ça y est, on est en mood plaid automnal, vraiment t-shirt plus qu'aléatoire parce que je viens de faire mon sport donc j'avais un peu chaud, mais à la fois j'allais pas m'endimancher, faut pas pousser. Pourquoi se retrouve aujourd'hui? Eh bien évidemment vous êtes perspicace, on se retrouve pour la pile à lire du mois d'octobre. Donc voilà, le mois dernier je m'avais fait une parce que l'objectif était de vider ma palle. Comme vous l'avez peut-être vu dans mon bilan lecture de septembre, j'ai plutôt très bien réussi cet objectif, donc je vous mettrai dans la description, dans le lien si vous voulez voir. Et comme je dis à la fin de cette vidéo, il me reste 20 ou 18 livres dans ma pile à lire. Donc je me suis réservé pour le mois d'octobre des livres plutôt sur les thématiques assez fantastiques, fantasy, un peu spooky et tout. Donc je trouve que c'est cool parce que c'est une pile à lire mais pas non plus un peu fourre-tout. On a quand même des choses qui sont assez regroupées, donc ça peut donner des idées aussi pour vous. Sachant qu'on est encore début octobre, donc voilà, on a le temps de tout préparer. D'abord, comme chaque mois, il me reste des livres de Maxime Chatham à lire. Donc normalement, ce sera pour l'épisode 10 qui sera le dernier parce que il me reste 3 livres. Il me reste à lire de Maxime Chatham La Constance du Prédateur, donc qui est le 4e tome qui met en scène le personnage de Ludivine Vainqueur. Donc voilà, comme vous le savez, si vous n'avez pas vu l'épisode 9, je vous y redirige, je vous invite à aller le voir. Le 3e tome, L'appel du néant, ne m'avait pas plus convaincu parce que la thématique ne m'avait pas plus happé. Je l'avais trouvé un petit peu lent, un petit peu plus mou que les deux précédents qui étaient très dynamiques. Donc j'espère retrouver cette dynamique dans celui-là. Là on va retrouver apparemment d'après le résumé un nouveau tueur en série et apparemment notre personnage est monté de grade, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il me reste du coup 2 one shot, donc il me reste l'illusion qui apparemment se déroule dans une station de ski, mais on serait apparemment en été, donc voilà, qu'est-ce qui va s'y passer? Est-ce qu'on a encore des phénomènes paranormaux? C'est celui dont je vous parlais avec Une secte et Le Signal qui me donne le plus d'attente sur le pan avoir peur, donc j'espère être dans celui-ci plus happé que je l'ai été pour les deux autres qui m'ont malheureusement déçu sur certains points, mais voilà. Et le dernier que je n'ai pas parce que je les achète en poche et celui-là n'est pas encore sorti en poche, donc ça viendra le moment venu, donc je le lirai en numérique, c'est Luxe. Je vous mettrai la couverture où là pareil apparemment on part sur du Maxime Chatham totalement différent de tout ce qu'il fait jusqu'ici. J'avoue que c'est un livre qu'on m'a conseillé de lire un petit peu à l'aveugle sans trop savoir le résumé à l'avance, donc je ne l'ai pas lu. Donc je vous invite à aller voir vous-même par curiosité si le résumé vous intéresse. Poche, j'ai du coup sorti le livre des sortilèges, le livre perdu des sortilèges pardon, de Deborah Harkness qui est le premier tome d'une trilogie je crois. Je suis pas sûre que ce soit une trilogie, c'est peut-être plus que ça. Mais voilà, là on va rencontrer une jeune femme qui est censée avoir un gros héritage familial, mais elle préfère se focus sur ses études et sa vie perso, donc elle met un peu tout ça de côté, sauf qu'un jour elle va tomber sur un manuscrit pas très net, un peu noir, et ça va déclencher toute une palanquée de problèmes. C'est très gros, mais j'en ai toujours vu que des bons retours, donc ma foi ça fait très Halloween. Dans le résumé je vois qu'on nous mentionne des créatures, des sorcières, des vampires, tout ce que vous voulez. Donc voilà, peut-être que celui-là sera plutôt lu à la mi-octobre, plus vers la période d'Halloween, parce que voilà, les créatures. Mais ça, j'attends vraiment un truc qui se lit tout seul, qui se dévore. Pas une bitlite un peu cucu, vous voyez, quelque chose d'un peu plus sérieux. Ensuite, j'aimerais lire Tout ce qui est sur Terre doit périr, la dernière licorne de Michel Bussy. Alors il faut savoir que Michel Bussy est un auteur de ma région, adulé, adoré, reconnu et reconnu. Ma mère a dû tous les lire. Je n'en ai jamais lu parce que je me suis dit que ça devait avoir peut-être un petit côté un peu plan-plan, tout comme Guillaume Musso ou Marc Lévy. La dernière fois j'ai lu un Guillaume Musso qui était plutôt sympa, donc celui-là c'est celui de Michel Bussy où le résumé me tentait le plus parce que c'est un thriller historique
où en gros un livre important va être volé et puis des soi-disant bouts de l'Arche de Noé vont être volés, donc c'est la quête un peu autour de l'Arche de Noé, de ce secret là. Donc ma foi je m'attends à quelque chose de très dynamique. J'espère que c'est pas vieux, dans le sens où c'est le premier livre de Michel Fuchs qu'il avait publié sous un autre nom, donc j'ai mis quand même une petite réserve, voilà, donc affaire à suivre, sachant que lui également est très gros. Donc je pense que je vais répartir un peu mes lectures sur des pavés, des moins pavés, de la jeunesse, de la moins jeunesse pour un peu équilibrer et pas faire une overdose. Ensuite, ce livre-là, j'avais déjà dû vous le dire quand je vous ai présenté ma pile à lire parce qu'il n'a pas bougé depuis. Je l'avais vu sur la chaîne de Lire avec Lilia, de Lilia, et elle en a reparlé là dans sa vidéo dernièrement sur ses recommandations d'automne. Donc c'est parti, je vais le sortir. C'est le tome 1 des Ferrailleurs, le château de Édouard Carré. Donc ici on est dans un endroit un peu spécial parce qu'on est un peu au milieu d'une grosse déchetterie, et la particularité c'est que dans cette déchetterie il y a un espèce de château et vit une famille dedans. Une famille où à la naissance de chaque membre, il se voit attribuer un objet pour toute la vie, une espèce de don ou quoi que ce soit, et l'un des enfants a le don de pouvoir lire et entendre des objets, et donc voilà, c'est un peu particulier. Et un beau jour, il y a une orpheline qui toque à la porte de l'habitation, donc je pense que va s'enchaîner péripéties. Ça, je m'attends à quelque chose par rapport à la couverture et tout, un truc un peu, une ambiance creepy à la Tim Burton, peut-être avec un peu d'humour, peut-être un petit peu dérangeant, je ne sais pas. Mais voilà, je m'attends à ce dynamique. Je l'avais acheté à l'époque quand c'était sorti parce que la couverture je la trouvais incroyable. Et du coup, ça m'intrigue trop. Mais j'ai jamais passé le cap. Donc j'avais dû le commencer à une époque, mais vu qu'il était un peu ambiance spooky, j'avais voulu le garder, je pense, pour cette saison. Ensuite, dans les grands formats que j'aimerais lire, il y a bien sûr le trop mignon, le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Donc c'est un premier tome. Je ne sais pas si les suites ce sont des tomes compagnons ou des suites directes, je me suis pas renseignée. Donc ici on va rencontrer Miss Percy qui est une jeune femme qui vit un peu à la botte de sa sœur, qui en fout pas trop une quoi. Et un beau jour son grand-oncle ou son grand-père, je ne sais plus, va lui léguer un œuf de dragon, et du coup ça va un peu chambouler sa vie parce qu'elle va devoir se retrouver à élever un dragon alors qu'elle est un peu avec un poil dans la main à pas faire grand chose de ses journées. Donc ça va un peu la bousculer. En parallèle apparemment il y a une petite romance, donc voilà. Je l'ai adoré dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon, je l'ai direct pris, mais après sur les réseaux j'ai vu des retours soit trop bien, soit un peu plus mitigés, en mode c'était un peu lent, il manquait des petits quelque chose. Donc j'ai quand même des attentes positives, mais à voir. Je pense du coup que ce sera bien sûr une cozy fantasy, hein. Je m'attends pas à un truc de malade, mais je veux un truc tout doux, tout confort, vraiment avec un roulé à la cannelle et puis un petit thé pomme cannelle. Mais un jour de pluie, et puis voilà, ce sera je pense une lecture idéale. Ensuite j'aimerais lire Le secret de la Villa Freyberg de Romina Casagrande, je ne sais pas, qui est sorti assez récemment. Je l'avais pas prévu de base à lire ou à acheter parce que voilà, c'était en gros format, donc bof. Et au final l'autre jour chez Izika je l'ai trouvé à 4 €, donc je me suis un peu jetée dessus, je me suis dit on verra bien pour 4 €. C'est moins grave si j'aime pas que si je l'avais payé 25. On est sur ici une double temporalité avec je pense du secret de famille, parce que de nos jours on suit une personne qui est congédiée de la Villa Freyberg, et à la mort de la propriétaire elle est rappelée en mode il faut transformer la villa en musée. Et en parallèle on est en 1943 où la maison appartient à un général nazi, et du coup la femme organise des réceptions fastueuses, etc. Et on a deux orphelins qui se retrouvent dedans, et à un moment l'un des deux disparaît, donc que se passe-t-il? Donc voilà, secret familial et tout, je m'attends, c'est assez court donc je m'attends à ce que ce soit très dynamique et que ça me tienne en haleine, mais que je ne puisse pas lâcher le bouquin. Donc à voir pour ça. Le livre suivant est un livre un peu particulier, pareil il est sorti assez récemment, je l'avais pris en SP donc pour le lire quand on serait venu. Là je me dis pourquoi pas. C'est Plus haut dans les ténèbres de Sequoia Nagamatsu. Donc là on est en 2030, on va suivre un personnage qui se rend en Sibérie pour poursuivre les recherches de sa fille archéologique qui a disparu. Et en fait sur le lieu de fouille il y a un corps d'enfant très bien conservé mais qui porte un virus qui pourrait ravager le monde, donc il va y avoir ça je pense. Et en parallèle on nous parle d'un lieu où plusieurs destins vont se croiser à travers l'espace et le temps, donc je sais pas si c'est un pluritemporalité, je sais pas du tout, j'en sais pas plus. Je m'attends à quelque chose pareil d'assez dynamique, mais j'espère que le côté virus qui
bouleverse la vie sur Terre va pas être trop cliché hein, suite à ce qu'on a pu connaître, donc j'attends de voir. Ensuite, encore une première fois, hein, si je puis dire, parce que j'ai le SP de l'heure bleue, le futur nouveau Paula Hawkins. Je pense à l'heure où vous verrez cette vidéo, si vous la voyez demain, on sera le 9. Ça sort jeudi, donc ça sort demain. Voilà. Ici, je l'ai pris. Alors, j'ai jamais eu Paula Hawkins, c'est celle qui a fait La fille du train. Je crois ma mère l'a lu. Enfin, ma mère est très Paula, donc elle a dû en lire un ou plusieurs. Moi, j'en ai jamais lu. Celui-là m'a botté parce que on va suivre une enquête. En fait, il y a une personnage qui s'appelle Vanessa qui était reconnue dans le monde de l'art et qui un jour avait acheté une île écossaise où elle vivait avec une amie. Et on sait que son mari a disparu il y a des années, etc. Et du coup, on va suivre un personnage qui s'appelle James, qui est expert en œuvres d'art et qui va se retrouver un peu mêlé à tout ça et peut-être du coup en apprendre plus sur tous ses secrets. J'avoue que je suis très intriguée, franchement le pitch me botte beaucoup. Malheureusement Sonatine, avec l'entrée littéraire, j'ai lu quelques titres qui m'avaient un peu déçue, donc voilà, mais je me dis que le nom d'auteur, lui, n'est pas censé me décevoir. Donc écoutez, si jamais vous avez déjà lu Paula Hawkins, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour me rassurer. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Voilà, donc je vous dis un petit polar en octobre, plutôt sympa. Celui-ci, vous allez voir qu'il y a un petit marque-page qui est glissé parce que je l'ai commencé hier soir. Mais voilà, je suis à 150-160 pages, donc ça reste dans ma pile à lire pour l'instant parce qu'il n'est pas fini. On ne sait pas, peut-être que je vais l'abandonner, mais je ne pense pas. Donc ici, pas trop de résumé parce qu'il s'agit du tome 5 de la saga Doren, donc Gold, qui est très gros, mais en rangeant dans ma bibliothèque, j'ai vu qu'il était moins gros que Glow. Donc je me dis, ça me rassure parce que Glow, il était un peu longué par moment. Donc vous voyez, j'ai déjà lu donc 160 pages, je suis au chapitre 16. Pour l'instant, ça me botte bien, j'aime bien la tournure que ça prend. On reprend directement après la fin du tome 4. Donc j'en dis pas trop, mais en gros la saga Doren c'était une réécriture du mythe de Midas. On avait une jeune fille qui était sous son emprise et elle était faite d'or et tout, donc on essayait d'un peu la voir s'émanciper, enfin de voir est-ce que Midas était vraiment le bon Samaritain qu'il paraissait être. Je trouve ça très bien. C'est une romantécie, donc si le premier tome oui commence par une orgie, ça reste quand même très secondaire. Je trouve que dans le 4 il y avait un peu plus de scènes de fesses, mais moi ça ne m'a pas plus dérangé que ça, hein. Je l'ai lu en diagonale quand je trouve que c'est trop, mais là pour l'instant il n'y en a pas eu dans les 160 premières pages, donc ma foi sur 660 si ça arrive que quelques fois, je trouve que c'est assez raisonnable. Pareil, celui-ci il a un petit marque-page parce que je pense le finir juste après avoir tourné cette vidéo. J'ai commencé un passé englouti de Ava Raid, donc c'est aux éditions de Saxus. Vous allez voir que là on est très sponsor de Saxus. Franchement il nous régale, donc j'espère que dans le contenu ça va aussi nous régaler. Donc ici on rencontre Effie qui est une jeune étudiante en architecture, parce que elle son truc c'est les lettres, mais à son époque et où elle vit, les lettres et les femmes n'ont pas le droit de faire bon ménage, seulement pour les hommes, lol. Donc elle se retrouve en architecture, ce qui est beaucoup plus féminin que ça, enfin bref, chacun vit. Et en fait elle est fan d'un auteur et elle lit et elle relit sans cesse toutes ses œuvres, et un jour elle a l'opportunité de faire partie d'un projet suite au décès de son auteur favori pour que puisse perdurer sa mémoire. Donc elle va être sélectionnée, se rendre sur place et il va se passer plein de choses, sachant que cet auteur, son livre favori concerne le petit peuple, donc les fées, etc. Et elle y croit. Donc est-ce que c'est réel, est-ce que c'est dans sa tête, on ne sait pas trop. Pour ce que j'en ai lu, hein, donc je suis à plus de la moitié, je dois être à 65-70%. Je trouve ça vraiment très cool. C'est très un peu Dark Academia je dirais, mais c'est très contemplatif. C'est pas tout dans l'action, donc on peut avoir l'impression qu'il se passe pas grand chose qui est réel. Ça prend son temps parce qu'il y a que 17 chapitres, hein, alors que ça fait 400 pages, donc les chapitres sont assez longs, assez consistants. Mais j'aime bien, c'est assez sombre aussi dans les thèmes abordés. Quelque chose de très poétique. Donc voilà, celui-là il est quasiment sorti complètement de la palle, mais je l'avais gardé pour ce moment-là parce que il se reflétait totalement à l'ambiance un peu forestière. Ensuite, alors un livre que je croyais que c'était un one-shot, et apparemment en faisant des petites recherches en préparant la vidéo et ma palle, pas du tout, c'est une duologie, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je veux lire Un thé avant la tempête de Hafsa
Afsa, Faisal, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi. Donc là, on va rencontrer une jeune femme qui a une apparence un petit peu particulière parce qu'elle a les cheveux violets, etc. qui tient un salon de thé, sauf que la particularité de ce salon de thé, c'est que à la nuit tombée, ça devient un peu un salon de thé, mais pour vampires, parce que les vampires existent et c'est normalisé dans cet univers. Et donc ils peuvent, au lieu de boire du thé, boire du sang, se laisser aller à quelques petits péchés plus charnels ou non les uns que les autres. Et en fait, un jour, le propriétaire de l'établissement va lui faire comprendre que son salon de thé est menacé. Donc elle va dire mais c'est pas possible, c'était pas l'accord, enfin tu te fous de ma gueule. Et donc elle va décider de mettre en place un casque pour pouvoir sauver son café, trouver une solution et mettre en porte-à-faux les gens qui veulent lui mettre à l'envers. Je m'attends à quelque chose de dynamique. J'espère que les vampires sont bien à l'heure parce que ça m'intrigue trop de savoir comment ils peuvent être représentés dans cette histoire. Le côté casque me fait un peu penser à Six of Crows, donc j'espère qu'on va avoir un petit trope fond de famille un peu sympa. Je m'attends à m'attacher au personnage. Et pour notre héroïne, je m'attends à ce qu'elle soit un peu badass, qu'elle se laisse pas faire. Et j'espère qu'il n'y aura pas une romance trop cucul à praline. Ça m'a pas l'air vu le résumé, mais avec de sexu, je reste méfiante. Alors, celui-là, je l'ai mis, ce sera bonus si j'y arrive, parce que sinon il sera lu en novembre. Mais voilà, parce que je me dis, c'était quand même des livres relativement sympas, assez faciles, je pense, à lire. Donc je l'ai ajouté. Je voudrais lire évidemment Iron Flame de Rebecca Yarros, donc le tome 2 de Fourth Wing. Je ne sais pas à partir de quand on reprend, j'ai pas lu le résumé, mais écoutez, le tome 1 m'avait plutôt bien botté, je vous l'avais dit, j'avais bien aimé, j'avais compris la hype, cependant j'avais trouvé la romance un peu cliché, un peu on passe du coq à l'âne où il peut pas l'avoir en peinture et puis d'un coup il est prêt à mourir pour elle d'une page à l'autre. Et comme je vous l'avais dit, je l'avais écouté en partie en audio le premier tome et c'est vrai que la narratrice donnait une voix très nunuche et une personnalité très nunuche à Violette alors que c'est une personnage qui est quand même un peu badass, un peu déterminée, donc voilà, ça reflétait pas trop l'image que j'en avais quand je lisais en livre et quand j'écoutais, il y avait quand même un petit fossé, donc voilà. Donc celui-là, il est plus long, donc j'espère qu'il va pas être trop long, qu'il va pas avoir le syndrome du deuxième tome où ça s'essouffle, donc on verra bien. Alors sûrement le plus gros, je pensais qu'il était équivalent au tome 1 et quand je les ai mis côte à côte dans mes étagères, je me suis rendu compte que celui-là était limite doublement plus gros, donc ça va être, je pense, une des dernières lectures parce que c'est vraiment celle que je veux me réserver pour le moment d'Halloween, donc vraiment la dernière semaine. C'est bien sûr le tome 2 de l'Empire du Vampire, donc l'Empire des damnés de J. Christophe. Coup de cœur pour l'Empire du Vampire, hein, vous l'avez sans doute vu dans mes vidéos l'année dernière, notamment dans mes top 2023. Je ne sais pas à partir de quel moment on va reprendre, je vais pas lire le résumé parce que je veux pas vous en parler pour vous spoiler. Les Empires du Vampire ont rencontré Gabriel De Leon qui s'était fait arrêter par un vampire pour se faire interroger sur ses plans et ses actes. Gabriel De Leon qui était un saint d'argent, donc c'est une espèce de confrérie, un peu une fraternité qui vise à exterminer les vampires pour pouvoir reprendre le contrôle sur le monde parce que les vampires pour l'instant contrôlent tout. Donc voilà, c'est un livre que j'avais trouvé assez contemplatif mais très bourré d'action. Donc pour celui-ci, vraiment j'espère, encore une fois, comme avec Iron Flame, on espère ne pas subir le syndrome du tome 2, mais d'après ce que j'en ai vu, parce qu'il est quand même sorti il y a un moment, moi vraiment, comme l'Empire du Vampire, je me le réservais pour cette période. D'ailleurs, je comprends que les maisons d'édition, des fois, ne fassent pas leur choix de publication en fonction des périodes. Parce que quand je vois que ça sort en milieu d'année, voire début d'année, alors que c'est totalement propice à octobre, novembre, c'est pas très réfléchi. Mais bref, du coup voilà, on espère ne pas être déçus, mais d'après les retours que j'en ai vu, comme je vous disais, il a l'air encore aussi bien, voire meilleur, donc on y croit. Également un livre, pareil, quand il est sorti direct j'ai pris parce qu'il m'intriguait trop et en plus j'ai eu que des bons retours dessus. Je crois que c'est également une duologie mais je suis pas sûre. C'est une fenêtre sur les ténèbres, donc je crois que c'est quelque chose du roi berger ou un machin comme ça. Il me semble qu'il n'y a que 2 tomes, donc c'est de Rachel Gillig. Je crois qu'elle a sorti autre chose mais j'ai pas dû lire. Ici on va se retrouver dans un monde, un royaume où il y a une espèce de brume qui ravage tout sur son passage et si on tombe à son contact et qu'on contracte la fièvre avec un grand F, on risque d'en mourir et de se faire exécuter en priorité par les forces de l'ordre parce que voilà, il faut pas étaler la menace, propager la menace.
Et on suit une personnage qui a survécu mais qui depuis a dans sa tête un petit esprit, je sais pas trop comment le présenter pour l'instant vu que j'ai pas lu. Elle va tomber un jour sur le neveu du roi, c'est ça, ouais, c'est le neveu du roi, qui lui a envie de sauver le royaume, donc de le libérer de cette espèce de malédiction, et donc ils vont devoir s'allier. Donc voilà, je m'attends à quelque chose un peu peut-être fantasy médiévale, je sais pas, mais en tout cas ça m'intrigue et je pense que ça va être très dynamique. Je sais que Aurélie de la chaîne Libromantienne a eu un coup de cœur il me semble pour ce bouquin, donc sachant qu'elle est assez pointilleuse sur tout ce qui est ambiance un peu sombre, un peu spooky, un peu dark, c'est un peu son univers, donc je me dis que si elle a aimé, sachant qu'elle en lit beaucoup dans ce style, c'est que celui-là se démarque, donc il a tout pour me plaire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre pour lequel j'ai pas vu des retours dithyrambiques. J'ai vu comme pour, je ne sais plus lequel, que les gens étaient peut-être un petit peu restés sur leur faim, c'était assez lent. C'est la Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore. Ici, on est aux États-Unis dans l'une des universités les plus hantées et notre personnage principal, elle croit pas du tout aux fantômes, mais elle veut étudier là-bas parce que son père, qui est décédé, y a étudié auparavant. Et un jour dans la bibliothèque, elle fait la connaissance de Matteo, qui s'avère être un fantôme. Donc ça va être une remise en question que ce jeune homme, ce jeune fantôme, va voler un livre très précieux, très rare. Donc elle va être accusée et il va falloir qu'elle se défende. Donc voilà, c'est très court, donc je m'attends à ce que ce soit très dynamique et qu'on aille vraiment à l'essentiel, donc voilà, que ça passe pas par quatre chemins. Mais du coup, comme les gens ont dit que c'était un peu long, je me dis si c'est long alors que c'est court, est-ce que c'est assez bien dosé? Je sais pas. Mais voilà, après je me dis, le résumé me fait penser un peu à la Dark Academy. Je me dis c'est de la Dark Academy, excellent, assez contemplatif. Ça peut potentiellement ne pas me déranger, sachant que avec le livre qui refusait de brûler le mois dernier, je me suis un peu réconciliée avec la Dark Academia. Donc voilà, j'en attends beaucoup sans en attendre beaucoup parce que les avis que j'ai vus venaient de personnes aux horizons différents, d'âges différents. Donc voilà, j'y vais à l'aveugle, on verra bien. Je me dis que c'est court, donc en soi ça va pas me prendre non plus un temps. Et je crois du coup que c'est un tome unique, c'est un one shot. Donc voilà pour ça. Bien ma foi, sur cette petite vidéo, pas très longue j'espère par rapport à mon bilan lecture, je suis désolée, hein, la dernière fois la vidéo était plutôt longue, j'avais réussi à trouver un rythme pour faire des vidéos de pas plus de 35 minutes. Mais le bilan a tout fait capoter parce que cette péripétie de je tourne, ça ne marche pas au montage, je retourne, vas-y. Donc voilà, donc c'est une petite pile à lire. Normalement après ces livres-là, dans ma palle, il devrait m'en rester un peu moins de 10. Sachant que j'ai des SP que je compte pas parce qu'ils sortent plus tard et je les ai pris parce qu'ils étaient là, mais voilà, c'est pas des trucs que j'attendais de ouf. Et après dans mes étagères, j'aurais fini ma pile à lire poche, j'aurais fini ma pile à lire reliée, donc ça trop bien. Et du coup il me restera dans les grands formats, il me restera des livres qui sont plus automnal, mais du coup novembre, pas forcément ambiance spooky, juste automne, et puis des livres un peu plus sur l'hiver. Je pense que ouais, d'ici novembre à mon avis on sera à une palle de 0 ou 2, voilà, donc trop cool. Ça veut dire qu'après je vais pouvoir racheter des livres, donc peut-être que je pourrais faire des book hauls à l'avenir, ce qui n'a pas encore eu lieu sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit j'aime et dans les commentaires à me dire vous quelle est votre palle pour l'automne globalement, ou juste octobre ou que sais-je. Si vous avez fait des vidéos, n'hésitez pas à me dire, je passerai voir. N'oubliez pas également que j'ai lancé ma chaîne Twitch, donc pareil, le lien est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous abonner si de temps en temps, voilà, parler de lecture, des futures sorties, bosser ensemble, faire des petits jeux mignons et tout. Ça peut être cool. Et puis sur ce, moi je vous souhaite d'abord de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!